Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. De débat et nous sommes ensemble jusqu'à 11 h. Ils sont dans leur position, les Miradors. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan et bonjour au nouveau directeur général de la police nationale. Parce qu'on parle d'insécurité ce matin dans ce pays. À Lambagné, précisément au terrain qu'on appelait précisément Roussal, c'est connu de tous, un conducteur de taxi-moto a été retrouvé mort ce matin, pour ne pas dire retrouvé assassiné, parce qu'on l'aurait arraché tard la nuit, sa moto. Et vraiment, il a perdu sa vie suite aux différents combats qu'il a eu entre guillemets avec ses agresseurs. Ouais. Donc cette information nous a été rapportée très tôt ce matin par le syndicat de ces taxis-motos du côté de Lambaye, côté Roussal. Donc on interpelle le directeur général de la police nationale que l'insécurité bat encore son plein. Il ne faut pas surtout qu'il nous fasse regretter Malik Koné. Et l'autre, oui. C'est très dommage quand même. Hein. Tu vas m'entendre ça, que des gens meurent. Non, pas ça. Je veux dire que des gens meurent pour leur moto. Ces jeunes gens qui se battent tout à fait. Pour travailler. Et ça arrive encore plus à l'intérieur du pays. Où on tue des gens pour des motos tout simplement. Oui, c'est vraiment pathétique. C'est la grande émotion du côté de Lambaye, du côté Roussal. Et surtout, on va parler désormais, on va parler de politique. Parce qu'on parle tantôt du RPG, de tous les autres tenors. Mais il y a une, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une énigme qui ne parlait pas, qu'on n'arrivait pas à déchiffrer. C'est bien l'ancien ministre Mohamed Oye Biavogui qui s'en fait lancer dans la course au moment où on crie Urbi Orbi que ça ne va pas du côté du RPG qui a des dissidents gamins. Ouais. Mais lui, tranquillement, il avait son plan B. Il a décidé de se lancer dans la course en créant le PEMR, en abrégé le Parti Espoir Monde Rural. Donc c'est un parti écolo qui a été créé par Elhadji Mohamed Oye Biavogui. Et qu'est-ce qu'il dit comme slogan? Ensemble, construisons et développons la Guinée. Donc s'il était silencieux jusque-là, ça veut dire qu'il avait son plan. Il avait son plan aussi. Donc il a décidé d'aller en solo, de ne plus suivre la barque RPG Arc-en-Ciel. Tout à fait, donc c'est connu de tous. J'espère que les autres aussi certainement vont emboîter le pas. Ceux qui sont cachés derrière encore des partis qui ne veulent pas rendre officiel. Je parle des Akara Koulibaly, s'ils ont les partis qui rendent officiel. Khalil Kaba, si vous avez un parti, rendez officiel le parti. Et tant d'autres. Parce que ça veut dire que la base sera morcelée. On attend de voir si Kassori la base être le rassembleur, comme on le prétend, s'il peut rassembler la base, tant mieux pour le parti. Mais pour le moment, il y a une dissidence qui ne dit pas son nom. Et Elhadji Mohamed Biavogui nous apprend qu'il lui aussi, il attend certainement que toutes les affaires soient élucidées au niveau de la CRIEFO avant de se lancer en forme dans la course. Surtout ce qu'il attend, c'est que la junte finisse de clairement afficher le chronogramme de la transition, la direction de la transition politique surtout, pour qu'il lance son parti. Donc ça veut dire que ce n'est pas des rumeurs. Cette fiche-là qui montre le parti de Oye est vraie, mais il ne sait pas. Il n'a pas encore lancé officiellement en tout cas le parti. Sauf qu'il devait se calmer un peu. Pourquoi? Parce qu'il attend le chronogramme. Il dit pourquoi attendre? Moi j'ai dit. Non, il paraît qu'il y a une fuite. Hein. C'est pas lui qui a voulu, mais. Oui, mais c'est déjà connu. Voilà. Attendons de voir si vous n'avez pas de démêlé avec la CRIEF. Bien. Parce qu'il ne faut pas se jeter dans la gueule entre guillemets du loup. Le CNRD aux aguets, et vous êtes là, ancien dirigeant, vous avez dirigé pendant des années, vous vous lancez en politique. Mais c'est un droit. Mais si Kassori l'a fait. Si c'est un droit, Kassori n'a pas fait. Kassori a hérité d'un parti, le RPG. Mais lui il en crée carrément. Alors c'est son droit. Il y a des velléités là-bas. Je crois qu'il faudrait que certains cadres de ce pays apprennent à se calmer. C'est extrêmement important. Ne provoquez pas le CNRD. Tu ne voulais pas qu'il crée un parti? Je ne veux pas qu'il provoque le CNRD. Je sais de quoi je parle. Ne provoquez pas le colosse. Ah bon? Le colosse est aux aguets. Ne le provoquez surtout pas. Bien. Mohamed Kaba. Mais Mohamed Kaba, politique. Mais Mohamed Kaba, un parti politique, c'est un paravent dans ce pays. Alors, si vous avez des choses à vous reprocher, parce que Oye Biavogui est dans le système Alpha depuis la présidentielle pratiquement de 2010, donc il a été ministre des Transports, tout puissant ministre des Transports, mais je crois après des postes de télécommunications et de l'économie numérique, ensuite ministre de l'Environnement. Vous savez, vous vous rappelez, c'est le même Oye Biavogui qui a fait un pied de nez à Alpha Condé lorsque il a quitté le ministère de télécommunications pour celui de l'élevage. De l'élevage, il a dit niet, je n'y vais pas parce que c'est un ministère moins important qui a un budget insignifiant, je n'y vais pas. Donc c'est un monsieur qui aime. Non, quel forestier n'est pas éleveur?
Oui, d'accord, d'accord. Mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas de fonds là-bas. Donc c'est un ministre, on le sait, ambitieux, glouton, il aime les ministères où il y a beaucoup de fonds, beaucoup d'argent. Donc à l'époque, il avait dit niet et Alpha Condé avait cédé. L'opinion avait été outrée par justement la facilité avec laquelle Alpha Condé a cédé à Oye. Le même Alpha avait refusé cependant à céder à Mokhtar Diallo lorsque, comment dirais-je, au sortir de la présidentielle de 2020, il a voulu garder Mokhtar à la jeunesse, alors que pendant la campagne, à Printemps, il lui avait promis justement le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc un parti politique, ça vous sert de bouclier, ça vous permet après de crier au harcèlement et de crier donc à la chasse aux sorcières contre les acteurs politiques. Oui, on reste avec vous justement, Talibé Bari, l'enfant de Mamou. Rebonjour. Donc il ne faut pas en vouloir à M. Oye Guilavogui qui a commencé, les réunions se tiennent chez lui maintenant tous les week-ends. On parle d'anciens élèves de Gekedou qui se retrouvent chez lui. Chez lui là-bas, dont l'un des grands de Talibé, que je ne vais pas citer ici. Bien. De Gekedou? Non, ils ne sont pas originaires de Gekedou en fait, mais que c'est comme moi, des Érécorés, si j'ai décidé à regrouper les anciens élèves. Puis j'ai à boire et à manger. Vous voyez, depuis le temps de compter, il est plein aux as. N'oubliez pas que c'était l'ami Yula. Yula, il y avait eu un scandale. Yula du budget. Non, le frère Yula qui était au Télécom, pas Mamadi Yula. Donc il y avait eu un scandale, donc chacun avait dit à l'autre, si jamais je tombais, tu t'occupes de ma famille. C'est des gens qui pompent dans les caisses depuis longtemps. Ou qui pomperaient. Voilà. Ça me permet de vous dire bonjour Mamadou Dian Baldé, mon beau. Oui, bonjour mon beau. Et il faut saluer aussi Koyi et Zérékoré. Absolument. Voilà. Rebonjour Talibé Bari. Bonjour Mamadou Ouri. Bonjour à Wassolon Azansi Communication. Il faut le dire. Absolument. Qui a réussi une belle finale hier du tournoi corporatif des médias guinéens. Donc, dans le trophée a été, disons, remporté par Adafo Media au terme d'une finale palpitante. Comme nous le pronostiquions hier, effectivement, c'est Adafo qui, bon, même si c'était au tir au but. Ouais, donc au terme d'une finale très disputée, donc au tir au but, et c'est Adafo qui s'agit de ce 5e trophée au compte de la 5e édition du tournoi corporatif des médias guinéens. C'est le lieu pour justement les organisateurs, parce que je suis par ailleurs membre de Wassolon, directeur des opérations et président de la commission d'organisation. C'est le lieu pour nous de remercier tous ceux qui sont impliqués pour la réussite de ce tournoi, parce que ce n'était pas gagné. Vous vous rappelez, les tournois corporatifs, on les organise régulièrement en décembre, mais nous avons tenté un tournoi de relance. C'est ce que nous avons réussi du 13 au 31 mars. Et c'est le lieu donc de remercier le PDG de Sam Zebem, M. Mamadou Antonio Soare, principal bailleur de ce tournoi, qui depuis donc 5 éditions n'a ménagé aucun effort financier. Et qui a réaffirmé son engagement hier de continuer. Et il nous a permis également d'organiser ce tournoi dans l'ancêtre du stade général Lansana Conté, dont il est le gérant ou le propriétaire, je ne sais pas trop. En tout cas, il a un contrat de bail qui lui permet de gérer ce stade. Et remercier le ministère de la jeunesse et des sports. Parce qu'il faut le dire, on avait 22 équipes en compétition. Le ministère de la jeunesse et des sports a offert des maillots. Il est vrai que ce n'est pas la première fois. Sous Alpha Condé, le ministre Bantamasso l'avait fait lors d'une édition. Et cette fois-ci, donc, le ministre Lansana Beya a accédé à la demande des médias en faisant faire ici, localement, chez un fabricant local, des maillots d'une très belle qualité, d'une très belle facture.
Et nous remercions donc l'ensemble des membres du gouvernement parce qu'il y avait le porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal, la ministre de l'Information et de la Communication. Il y avait des acteurs politiques. Nous les remercions tous donc d'avoir fait le déplacement et nous remercions le président du CNT, le docteur Dansa Kourma, qui a donc présidé cette finale. Merci à tous. Et par ailleurs, peut-être qu'il faut féliciter et remercier les deux équipes finalistes, le groupe Adafo, mais aussi l'association de la presse sportive pour l'effort d'être arrivé en finale et l'esprit de fair play surtout. De fair play. Et donc, rendez-vous en décembre prochain pour la 6e édition du tournoi de football corporatif. Bien, félicitations à tous. Oui. Il faut peut-être penser à intégrer les femmes dans ce tournoi corporatif, c'est important. Bah, habituellement, c'est les femmes qui ouvraient les matchs. À la première édition, à la finale, les femmes, et les dames avaient joué. Oui, donc il faut penser à remettre cela. Comme on l'a dit, on a vu les choses un peu sous un strict minimum cette fois-ci, parce que c'était un tournoi de relance. Mais rassurez-vous, en décembre prochain, comme on l'a fait, certainement en levée de rideau, on mettra aux prises nos consoeurs également qui partagent le quotidien avec nous dans nos différentes rédactions. Donc Diarra, en décembre tu vas jouer. J'espère bien. En décembre tu vas jouer. Tout à fait, je suis une bonne latérale droite. Voilà. Voilà, je peux assurer de ce côté. On court aussi sur le terrain lors des reportages. Ne vous inquiétez pas, on va relever le défi. D'accord. Tu as déjà sélectionné. On reste avec vous, Talibé, pour parler de revendications salariales cette fois-ci. Oui, c'est un article la cellule de communication du gouvernement que j'ai sous la main qui annonce que des négociations tripartites ont été entamées le mercredi 30 mars, donc avant-hier, entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical. Il s'agit justement de négociations autour d'une plateforme revendicative en 22 points et qui apparemment sommeillait dans les tiroirs du gouvernement, puisque cette plateforme revendicative s'articule autour quand même des revendications dont on se demande comment est-ce que elles pourront être traitées et prises en charge par le gouvernement. Parce que, figurez-vous, lors de cette première réunion donc, du 30 mars, le coordinateur du mouvement syndical guinéen a rappelé que la plateforme revendicative de ce mouvement portant sur 22 points a été déposée en février 2021, comme on l'a dit. Donc, il dormait dans les tiroirs du régime Alpha Condé. Les dites revendications portent sur plusieurs points, dont la revue à la hausse du SMIC, qu'ils veulent voir, donc que les syndicalistes veulent voir, passer de 400 000 francs à 1 700 000 francs guinéens. Le SMIC. Donc plus du double, quoi. Donc de 400 à 1 700 000 francs guinéens. Il demande également une allocation de loyer portant sur 2 millions de francs guinéens, toujours au bénéfice des fonctionnaires guinéens. Et il demande aussi une indemnité de transport de 272 000 francs guinéens. En outre, les syndicats réclament 4 échelons de grade administratif dont l'État serait redevable aux travailleurs de la fonction publique. Donc c'est comme si il y a une histoire d'échelons de grade que le gouvernement n'a pas respecté, et dont le gouvernement n'a pas respecté la périodicité, absolument, l'échéance. Donc les syndicalistes réclament également cela. Et ce qui est important, c'est la réponse donnée par le ministre du budget, M. Moussa Cissé, qui dit, et le ministre du budget, donc, qui explique. Il fallait adopter, dit-il, il s'adosse au budget 2022, il fallait adopter le budget en tenant compte de l'environnement local et aussi international. Et il précise, sur un budget estimatif de 26 000 milliards, sur ressources propres, donc parce que le FINEX va certainement manquer au rendez-vous pendant cette transition, il dit, donc sur 26 000 milliards, nous avons des dépenses obligatoires pour les salaires, déjà, des dépenses obligatoires pour les salaires de 7 000 milliards. 7 000 milliards au titre des salaires au compte de l'année 2022. 1 600 milliards pour les pensions. 1 600 milliards pour les pensions. La dette, dit-il, nous coûte 1 200 milliards, donc au compte de l'année 2022. Et 3 500 milliards au titre, dit-il,
de la subvention pour l'électricité, 3500 milliards, et autre chiffre avancé par le ministre du Budget, comme pour montrer que le contexte ne s'y prête pas et que le gouvernement est déjà sous pression dans un contexte de manque de financement extérieur. Il parle également de 4400 milliards pour les structures sanitaires, de 4400 milliards injectés dans le secteur de la santé, avant de décliner un dernier chiffre de 504 milliards, dit-il, pour les universités. Donc les universités coûtent à l'État guinéen une enveloppe de 504 milliards au compte donc, du budget 2022. Donc, ajoute, et le ministre, après, il estime que quand vous défalquez tous ces montants de plusieurs milliers de milliards du budget, 2022, nous sommes à près de 1000 milliards, il dit il nous restera encore quelques 9000 milliards, mais pour assurer notre sécurité et faire des investissements sur nos routes. Donc 9 000 milliards au titre de la sécurité donc, du pays et des investissements de dépenses dans les infrastructures. Et de conclure pratiquement en disant nous sommes dans une crise mondiale qui dépasse les compétences d'une petite économie comme la nôtre. Il faut en tenir compte lors de vos travaux, donc lors de ces discussions autour de cette plateforme revendicative à 22 points. Il faut en tenir compte donc lors de nos travaux. C'est pourquoi je souhaite que ce soit une entente plus qu'une négociation. C'est sur ces mots que le ministre Moussa Cissé a conclu son intervention. Donc c'est un appel à aller revoir ses ambitions à la baisse qu'il a faites. À la baisse, est-ce que parce qu'il veut dire que tout est bouclé là. Lorsqu'il est sur les 26 000 milliards de l'année, il ne restera que 9 000 milliards consacrés à la sécurité et aux routes, dans un pays qui n'a pas de route. Et quelqu'un m'interpellait, Mamadi Dioubate, notre responsable financier, qui rentre de Kissidou, qui me parlait de l'état catastrophique de la route, du tronçon Farana-Mamou, dont on craint que cette route soit complètement coupée en saison pluvieuse. Il faut se demander justement comment cette transition va pouvoir faire face. Il faut insister là-dessus auprès du ministère des Travaux Farana Mamou, c'est le point noir. Vous vous rappelez la situation de psychose dans laquelle les Guinéens s'étaient retrouvés lors de la saison pluvieuse passée. D'abord, la route Mamou, Koya, Mamou, Dabola était pratiquement en friche, abandonnée à elle-même. C'était déjà, comment dirais-je, un psychodrame. Et sans compter les autres routes nationales et les routes rurales que nous avons, les routes pistes rurales, dans un état... Donc il va falloir faire face à ces situations avant la saison des pluies. Donc le gouvernement est en train de dire que peut-être que vous avez des ambitions, mais peut-être... Des revendications légitimes. Il faut carrément les revoir systématiquement à la baisse. Ou pourquoi pas attendre des jours meilleurs. Et ces jours meilleurs, c'est quand... Cet état de fait pousse également les coupeurs de route à opérer sans être inquiétés, parce que si l'état de la route n'est pas du tout bon, ces gens-là opèrent tranquillement. Et pendant la saison pluvieuse, c'est quand même un casse-tête pour les usagers. Est-ce qu'il faut s'en faire pour l'état de la route, ou est-ce qu'il faut s'inquiéter pour d'éventuels coupeurs de route sur le chemin? Ça, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Absolument. Alors oui, on reste avec vous, Diarraï. Je dis rebonjour. Rebonjour. Diarraï Guirassi. Rebonjour Ouri, rebonjour à ceux qui en veulent aux journalistes. Je le dis parce qu'en fait, notre collègue Bangoura a été quand c'est Ousmane Bangoura a été quand même poursuivi, nous apprenons la nuit dernière, par des inconnus qui lui ont quand même agressé verbalement et qui lui en voulaient, je ne sais pas pourquoi ou qu'est-ce qu'il a fait, mais nous savons quand même qu'il anime une émission en langue qui est très écoutée. Donc l'émission d'Antégué, je ne sais pas qui en veut à Ousmane Bangoura et qui dérange en moins de 2 mois d'existence, qui dérange déjà. Donc je ne sais pas qui en veut à Ousmane Bangoura. Ousmane Tolo Bangoura, mais c'est quelque chose quand même qui inquiète lorsqu'on sait que dans notre pays, les gens ne sont
pas du tout tendres envers les journalistes. Bien. Il faut quand même avoir l'esprit d'être quand même là à écouter les journalistes, parce que ce qu'ils font, ils le font pour la population, ils le font pour le développement. C'est des lanceurs d'alerte. C'est le lieu aussi d'interpeller même les patrons de médias en ce qui concerne la sécurité des journalistes, parce que on circule, on ne sait pas qui est qui, et après on divulgue des informations, mais il n'y a pas quand même autour une garantie nous permettant quand même d'être en sécurité. Merci Guirassy de nous avoir rappelé, donné cette alerte et cette menace contre notre confrère Ousmane Tolo Bangoura, qui anime l'émission d'Antégué qui passe juste après Mirador. Ces réactionnaires qui sont hostiles aux critiques, comme le colonel Bangoura, il faut le dire. Rien donc ne nous détournera justement de notre mission de dire les choses comme elles se présentent à nous tous les jours. Vous parlez de quel colonel? Colonel Bangoura. Colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, excusez-moi du lapsus. Il y a un très brillant colonel Bangoura. Hein, dans l'armée. Dans l'armée, très brillant. Ben, salut à lui. Il était à l'état-major. Salut donc à lui. Voilà. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Ouri. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Peut-être bonjour à Gekedou ou à Kissidougou. Oui, bonjour à Gekedou aujourd'hui. C'est vrai, il faut dire bonjour à Gekedou quand on parle de l'état des routes. Voilà. Vous savez, Gekedou, c'est abandonné. Hein. Tu es plus de Dabola que de Gekedou. Hein. Ah bon? Kaba, je suis guinéen. Pardon. Si je te raconte mon histoire, tu verras au moins toute la Guinée. Tu connais mieux Dabola. Mais je sais quand même que c'est une ville depuis... une ville martyre. Martyre. Qui aurait bénéficié normalement depuis la rébellion de 2000. J'y étais quand la rébellion a commencé. Ouais. J'ai fui avec la rébellion, à cause de la rébellion justement. Et je suis reparti environ 10-15 ans après, mais j'ai vu encore des bâtiments qui portent des impacts de balles. Et puis parfois des routes qui ont complètement disparu parce qu'elles ne sont pas entretenues et tout ça. Donc je pense que c'est une ville qui est abandonnée. Peut-être qu'il faut aussi qu'on jette un coup d'œil par là-bas, parce que beaucoup de villes ont bénéficié de voiries urbaines. Là-bas, ça n'a pas été trop le cas. Même la route... C'était un carrefour commercial. Zérekouré a repris. Il y a eu à un moment, si vous vous rappelez, des manifestations de ce côté où des gens ne comprenaient pas pourquoi la route nationale quittait Conakry et venait s'arrêter à 15 km à l'entrée de Gekedou. Puis Gekedou est sauté et la route, elle va recommencer derrière à 35 km après Gekedou. Avec le point noir de Kondembadou. Oui, juste Badala Kondembadou. Gekedou, c'est justement cet intervalle-là qui a été sauté. Et la route a repris derrière. Bien. On a pensé que c'était une sanction du gouvernement qui était de 100% politique. Je le dis encore, Alpha, qui n'est pas du tout hybride. Mais Ouri, au-delà de Gekedou, je m'interroge. Est-ce que Kassori Fofana a été arrêté ce matin? Ah bon? C'est une question que je pose. Tu t'interroges? Oui, c'est une question que je pose. Je ne sais pas, on va peut-être chercher confirmation. Bien. Mais je préfère que ça reste pour l'instant sous forme interrogative. Est-ce que il se passe ce matin quelque chose chez Kassori Fofana? Nos amis de la rédaction vont peut-être nous aider à vérifier cela, mais j'ai appris que ça bouge de ce côté ce matin. C'est pas pour l'instant de quoi il s'agit exactement. On va se mettre là-dessus en mode... Ça bouge là-bas. On va se mettre là-dessus en mode fil rouge. J'ai envie aussi rapidement de réagir par rapport à ce sujet concernant les revendications des centrales syndicales. Alors peut-être Amadou Diallo, parce que je l'ai vu à la RTG. Qui est à la tête? C'est Amadou Diallo. Mais la plateforme, c'est bizarre. La plateforme, elle date de janvier 2022. Cette plateforme de 22 points date de janvier 2022. Et moi, personnellement, j'ai été étonné par certains points à l'intérieur et qui reconfortent aujourd'hui mon point de vue par rapport au positionnement des centrales syndicales il y a quelques années avec Alpha Condé. Notamment, elles ont demandé l'activation de l'INAMO. Vous savez combien de fois cette fameuse INAMO a fait l'objet de contestation ici? On a dit que c'est un truc qui est mal organisé, qui est mal fait. Le colonel est venu, il a demandé l'arrêt. On a arrêté. Le prélèvement de 5%. Voilà, rien n'a été fait après cela. Aucun travail n'a été fait pour que aujourd'hui on puisse demander sa relance. Et à ce moment, personnellement, je me suis posé la question de savoir pourquoi un travailleur renoncerait à une assurance maladie. Au fond, c'est parce que des intérêts étaient en jeu. Des patrons syndicaux n'ont pas été peut-être associés ou ne se voient pas la main à la soupe, ne sont pas à la table. Ont tout fait pour que ça soit torpillé.
Et aujourd'hui, les mêmes centrales demandent tout simplement à la junte de réactiver, alors que c'est elles qui l'ont demandé justement de désactiver. Oui. Ça m'a quand même... Oui, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne. Il y a beaucoup de points qui certainement qui se sont compris entre eux. Je sais pas, mais il n'y a pas eu quand même de travail avec le gouvernement. En tout cas, on ne nous a pas mis au courant d'une quelconque négociation entre le gouvernement et les centrales syndicales en vue de préparer la relance de l'INAMO. S'il demande aujourd'hui à la relancer alors qu'il avait demandé hier à la désactiver, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui motive cela, d'autant plus que rien n'a changé entre-temps. Rien n'a été fait entre-temps pour améliorer les choses. Donc peut-être que ça également, ça mériterait qu'il nous apporte des explications. Alors. Et au-delà, je crois également que dans un contexte comme celui de la transition, c'est vrai, les transitions font beaucoup de cadeaux. Avec austérité. Elles font beaucoup de cadeaux aussi, hein, elles font beaucoup de cadeaux. Elles crient à l'austérité, mais elles font aussi beaucoup de cadeaux, des milliards... parfois qu'on donne juste d'un coup de tête. Mais je crois que les centrales syndicales peut-être pouvaient attendre encore que la situation soit plus calme pour faire de telles revendications. Un SMIC qui passe de 440 000 à 1 million. À plus du double. 700. Non, c'est le quadruple. Hein. C'est quand même extraordinaire pour une économie. Mais il faut admettre quand même que ce SMIC-là, il est insignifiant. Absolument. Il est certes insignifiant par rapport au coût de la vie, mais globalement par rapport à l'économie guinéenne. Il y a un moment que Alpha Condé, c'est lui qui bouffait tout l'argent et qu'il y avait de l'argent pour distribuer à tout le monde. On disait que Alpha Condé est celui qui bouffait. Non, c'est ce que j'ai dit. S'il ne précise pas, ça veut dire que tu parles le contre-pied de ce qu'il dit. Oui, bien sûr. On disait que c'est lui qui bouffait l'argent et que c'était possible d'augmenter tous les salaires à tour de bras et tout. Maintenant, on a affaire à un régime qui est plus ou moins vertueux, voilà, mais qui vient de leur expliquer techniquement que c'est impossible. Juste un point, Talibé, le budget de la Guinée, c'est moins de 3 milliards d'euros. La Côte d'Ivoire est à près de 14 milliards. Le Sénégal a plus de 9 milliards. Donc la Guinée, c'est un pays qui a certes des ressources, mais mal géré, une économie très faible. Une économie très faible. Et que les ministres ne sont pas payés jusqu'à présent. Les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, pendant 6 mois, personne n'est payé. Akoumba Diallo, bonjour. Mais ils ne s'en plaignent pas. Akoumba Diallo. Ils s'en plaignent, hein. Aucun chef de cabinet, secrétaire général, ministre n'a encore payé. Durant 6 mois. Mais ça veut dire quoi? C'est l'austérité. Non, on ne peut pas comprendre. Mais c'est l'austérité. Non, pas l'austérité. Le budget est disponible. Mais mettez les moyens à leur disposition quand même. Ils ne sont pas payés. S'ils ont été nommés par décret, il y a des familles aussi qui sont derrière qui diront j'ai mon oncle, j'ai mon neveu qui est nommé. Mais si vous ne pouvez pas subvenir même à vos besoins, c'est que ça n'a pas de sens. Bien. Donc les gens doivent être... C'est le volontarisme. Un salaire, pour le salaire au moins. C'est le volontarisme. Non, du tout. Mamadi Doumbouya ne prend pas de salaire. On ne peut pas être nommé pour le volontarisme. Personne n'acceptera ça. Mais le président ne prend pas de salaire jusque-là. Vous n'en savez pas. Oui, tout est fermé. Oui, il est sorti. Il prend pas de salaire. Il est quand même sorti de son blindé pour monter dans un V8. Voilà. Très brillant. Oh, mais attention, c'est digne de son statut, ça. Il prend pas de salaire, mais il se plaint pas. Il n'est pas tout le temps dans le V8. La V8, là, il n'est pas tout le temps là. L'argent coule à flot. Il se plaint pas. Mais il a ses fonds de souveraineté. Oui, mais qu'il n'utilise pas pour lui. Non. Il fait des dons, il fait... Voilà.